Bonjour à toutes et à tous. Ravi Bonjour. de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle session du Get Inspired by Gisèle, le personnage principal. Non, je rigole. Pour ceux qui viennent nous rejoindre et qui ne savent pas c'est quoi le concept, Get Inspired, beaucoup diraient que c'est une émission, c'est une session de retrouvailles, mais c'est une aventure qui a démarré il y a à peu près un an et demi déjà. Qui partait d'une idée très simple et d'un constat très simple. C'est que aujourd'hui, les jeunes étudiants à l'étranger, à l'époque c'était principalement au Maroc, euh, peinaient à s'en sortir après leur parcours académique parce que notamment il y avait des difficultés à s'intégrer, soit parce qu'ils ne savaient pas comment le faire, soit parce qu'ils n'étaient pas bien préparés à le faire, soit parce que leur parcours académique était à la base fait de manière à les orienter vers des métiers un peu compliqués. Et du coup est né ce projet qui permet aujourd'hui de réunir une communauté de jeunes qui ne sont plus uniquement des jeunes étudiants, mais de jeunes Africains à travers la diaspora et sur le continent, qui réunissent cette communauté autour des thématiques du développement, de l'engagement et de la formation professionnelle et académique. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui devient aujourd'hui peut-être la pièce centrale, je veux dire, du parcours de chacun des étudiants et chacun des jeunes sur le continent, c'est étudier à l'étranger. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, ou bien peut-être heureusement, mais étudier à l'étranger est devenu une voie d'excellence. Pour la plupart d'entre nous, ça permet de solidifier des bases et d'avoir ce tampon d'excellence sur notre parcours. Et c'est devenu une question pour tout le monde. Mais quand on veut partir étudier à l'étranger, il y a principalement deux thématiques à laquelle on se heurte auquel on se heurte généralement. C'est la problématique principale, c'est est-ce que j'aurai de l'argent pour payer? C'est la problématique de financement. Et ensuite vient la question de savoir est-ce que je suis techniquement assez bon, est-ce que je suis assez compétent pour y aller. Et aujourd'hui, on parlera avec Carla de ce sujet, de ce thème, pour vous permettre à tous de mieux comprendre pourquoi est-ce que étudier à l'étranger peut devenir une solution beaucoup plus viable pour chacun d'entre vous. Je vais peut-être me présenter. Moi, c'est Chazouet et John Austin, euh, analyste ou bien associé au sein des équipes d'évaluation et de modélisation financière de PwC France et Maghreb. Je suis au Maroc, basé à Casablanca depuis 6 ans maintenant, où j'ai obtenu un master en finance à HEM Casablanca en double diplomation avec l'IAE de Lyon, Jean Moulin, donc le IAE de Lyon 3. Pour parler de ce thème aujourd'hui, on a invité peut-être la personne la mieux placée pour en parler, certainement la personne la mieux placée pour en parler. Notre invitée aujourd'hui, c'est Carla Lili Abessolo. Partie du Cameroun, elle a construit son parcours académique déjà très remarquable, on aura peut-être l'occasion d'en parler. A obtenu la prestigieuse bourse Eiffel avant de rejoindre les arts et métiers ParisTech où elle poursuit aujourd'hui un master spécialisé en risk management pour travailler en alternance. Juste dites-moi qu'il y a beaucoup de bruit derrière moi. En alternance dans le secteur de l'assurance. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est pas uniquement le fait qu'elle soit venue, c'est pas uniquement aussi le fait qu'elle soit en master spécialisé en risk management, c'est surtout comment elle a fait pour y arriver et aussi comment est-ce que comment est-ce que chacun d'entre vous présent aujourd'hui peut capitaliser sur son parcours et sur son expérience pour atteindre des objectifs qui se sont fixés ou bien que nous nous sommes fixés. Donc, Carla, merci beaucoup d'être parmi nous. Je suis très honorée. Merci. Merci à Gisèle pour l'invitation. Merci à toi, John, pour l'animation. Merci pour l'appréciation de mon parcours.
humblement. Non, ici l'humilité dégage. Quand quelqu'un fait quelque chose, on met sur la table. Il n'y a pas de. Donc, on va peut-être démarrer avec une question introductive. C'est qui était la jeune Carla avant d'arriver en France? Bon, la jeune Carla avant d'arriver en France. C'est dur quand même un peu d'être humble, hein, j'avoue. Mais bon. Donc, je vais repartir depuis le collège, mais assez rapidement. Je vais essayer d'être rapide pour vous expliquer d'ailleurs comment je connais Gisèle. Ça peut être assez important de savoir aussi, parce que c'est important le réseau, hein. C'est un élément qu'on va peut-être aborder pendant la session, mais c'est important, c'est comme ça que ça se construit. Donc, j'ai fait le collège Liberman de la 6e jusqu'en terminale. J'ai rencontré Gisèle, on a fait de la seconde en terminale ensemble, dans la même classe, toutes les années, toutes les 3 années. Donc, j'ai eu mon baccalauréat littéraire à 4. Pour la petite histoire, pour redescendre un peu de l'orgueil, pendant l'année académique, j'étais quasiment première toute l'année, mais j'ai eu mon bac avec la mention assez bien, ce qui était quelque chose de très difficile à digérer, sachant qu'il y avait 3 mentions bien dans notre promo. Donc, pour dire que parfois, on peut tomber, on peut se relever, et puis les résultats ne déterminent pas toujours ce qu'on va faire après. Donc, après ça, j'ai effectivement eu le concours de l'Université catholique, le campus de Yaoundé et Kounou. Donc, j'ai fait la faculté en première année, c'était la faculté de sciences sociales et de gestion, parce qu'on n'avait pas encore de faculté de droit. Et puis, en deuxième année, on a été créé définitivement la faculté de sciences juridiques et politiques. Donc, c'est là que j'ai poursuivi mon parcours jusqu'au master 1 en droit des affaires. Donc, j'ai fait un premier master en droit des affaires là-bas. J'ai eu une licence en droit privé. Donc, en fait, c'était une licence en sciences juridiques et politiques, option droit privé que j'ai choisi. Donc, première année, tronc commun. Deuxième année, tronc commun encore un peu avec les droits privés, droit public. Et dès la troisième année, spécialisée en droit privé. Et master 1 droit des affaires. Donc, humblement, j'ai eu toutes ces années-là en tant que major de promo. Donc, c'est ça aussi qui a été un élément important dans mon parcours et dans la suite de ce qu'on va dire tout à l'heure. Donc, voilà un peu, c'est ce que j'étais avant la France. Après, il y a aussi un élément important que j'aimerais bien rajouter, que peut-être j'appuierai dans les autres questions, etc. C'est qu'au-delà de ça, j'étais assez investie dans la vie associative de l'université. Je faisais initialement partie du groupe Journal de partenaires. Ça peut être des groupes parfois lésés, mais qui finalement permettent de gagner plus en visibilité que d'autres groupes, sans vouloir les dénigrer, peut-être groupe danse ou machin et tout. C'est des groupes où l'intellect est demandé, où tu vas faire des rédactions, etc. Donc, en première année, j'étais membre ordinaire, où à la fin, j'ai obtenu l'award comment ça s'appelait, en tout cas, c'était l'étudiant le plus investi dans la vie académique, dans la vie associative, pardon. Voilà, c'était l'étudiant de première année le plus investi dans la vie associative. Donc, c'est vraiment tous les campus catho concernés. Donc, comme quoi, là, en fait, en même temps que je raconte mon histoire, si vous voyez un peu, j'essaie de poser des jalons. Donc, ça prouve à la fois qu'on peut suivre un très bon parcours académique et en même temps être investi dans la vie associative, ce qui démarque davantage que de rester dans son coin. Donc, j'ai eu ce prix-là. En deuxième année, j'étais rédactrice en chef adjointe du même club et à la fois secrétaire général pour l'organisation de la semaine du juriste et du politologue. Donc, ce qui est bien à la Cato, c'est qu'on avait, chaque étudiant de deuxième année devait participer à l'organisation d'un événement. Pour ceux qui connaissent la Cato, c'est comme ça. Donc, en fonction de la filière, il y a différents événements. Et nous, c'était la semaine du juriste et du politologue. On a obtenu le prix de meilleur événement cette année-là également. Donc, c'était quand même un événement où on a pu récolter plusieurs millions de francs CFA pour l'organiser. On a pu déplacer pas mal de responsables, pas mal de directeurs, d'avocats, etc. Et c'était aussi un gros investissement.
Et puis voilà, à partir de la troisième année, je continuais d'être membre, on va dire, un peu plus passif des clubs parce que j'avais déjà quand même fait un petit parcours et puis il fallait accompagner les autres. Donc voilà un peu moi avant la France. Merci beaucoup, Carola. Merci beaucoup. Petite parenthèse, Gisèle connaît mon affection pour les étudiants de l'IBM. Ok, C'est pas une vraie affection, hein, je le dis déjà. ah ouais, Mais donc je c'est rigole, je rigole. Non, c'est juste parce que vous êtes catégorisé à Douala là-bas. Bon, ok, on va passer là-dessus. On va éviter de créer des clans. Donc, oui, je vais peut-être refaire un petit résumé de ce parcours. Donc, on comprend que finalement c'est un bac en série littéraire oui, qui est pas très commun quand même dans les sessions de Gisèle parce que voilà, elle veut toujours les ingénieurs et la filière droit aussi, qui est une filière qui commence un peu peut-être à prendre de l'ampleur au Cameroun, mais qui n'est pas forcément la filière de prédilection des gens quand ils finissent, quand ils obtiennent leur parcours, mais aussi certains peuvent se dire, OK, j'ai fait une série littéraire, j'ai fait un master en lettres, finalement, je ne peux pas aller étudier à l'étranger, ça, c'est mort pour moi, il faut forcément que je fasse des séries scientifiques, etc. Et là, on comprend que finalement, c'est pas tellement la filière que tu as fait qui détermine l'accès ou pas aux études à l'étranger. Maintenant qu'on a compris un peu ton parcours, on a compris un peu d'où tu venais, à quel moment pour toi aller étudier à l'étranger et rentrer dans l'équation est devenu une partie intégrante de cette carrière que tu voulais construire? ok. Donc vraiment, je pense que Get Inspired, c'est aussi de parler à cœur ouvert. Donc je pense que ça va peut-être aider pas mal de personnes. Initialement, je souhaitais aller à l'étranger depuis mon baccalauréat. Donc, initialement, je comptais aller à l'étranger juste après mon baccalauréat. J'envisageais soit la France, soit les pays du Maghreb, Tunisie, Maroc, etc. Parce que mon grand frère était étudiant en Tunisie. Mais malheureusement, financièrement, ce n'était pas envisageable pour mes parents. J'avoue que c'était quelque chose d'un peu difficile à avaler pour moi parce que je me disais, je suis euh, quand même intelligente, j'ai de très bons résultats, j'ai une bonne carrière qui arrive, pourquoi pas moi, pourquoi ils n'ont pas fait l'effort pour moi et tout. Mais bon, finalement, j'ai décidé d'aller à la Cato parce que bah, c'était en tout cas en droit et dans plusieurs autres filières, c'est clairement la meilleure université au Cameroun. Ça, il n'y a pas de discussion là-dessus. Donc, mon projet initialement, c'était depuis la première année que je souhaitais y aller. Donc, je n'ai pas pu, je me suis dit, bon, ce n'est pas grave. J'ai cherché les universités, j'ai trouvé la Cato. Ça, c'est un truc que j'ai commencé à faire depuis toujours, avant de partir dans une école, dans une université, etc. Je fais des recherches, j'essaie de voir quelle est la meilleure pour pouvoir m'ouvrir de meilleures portes après. Donc, j'ai fait mon parcours là-bas jusqu'en licence. Et en licence encore, il y avait une opportunité de venir en France pour 6 mois à Sciences Po. Mais du coup, c'était une opportunité qui était certes sélective, mais c'était aux frais toujours des parents. Il fallait payer son billet d'avion, payer son logement. Ici, il fallait avoir de quoi manger, clairement ici. Bref, payer 6 mois d'études à l'étranger. Donc, c'était vraiment à l'unanimité. Tous mes professeurs, tous mes camarades de classe même me disaient, mais oui, mais Carla, pourquoi tu n'as pas postulé? Ton dossier serait passé avant même le nôtre, etc. Bon, je regardais, j'avalais la salive, comme on dit au Cameroun. Mais enfin voilà, je disais non, pour l'instant, je ne suis pas prête, etc. Mais je savais que pour moi, c'était que ben, financièrement, je n'avais pas envie d'infliger cette culpabilité-là à mes parents, de me dire, ouais, je viens encore proposer un truc qui, certainement, mon dossier serait passé, mais que voilà, financièrement, ça n'allait pas forcément être possible à ce moment-là.
Donc, sachant que j'avoue que pour ceux qui savent, les études à la Cato, ce n'est pas donné. Il faut payer pour certains loyers. Moi, mes parents payaient mon loyer à Yaoundé, payer les frais de l'argent de poche, etc. Donc, c'est quand même une certaine enveloppe en termes de millions de francs CFA déjà, et je ne pouvais pas cracher dessus. Et c'est pour ça que je me disais, je vais me donner au maximum pour les rendre fiers et pour m'ouvrir des portes que peut-être financièrement, ils n'avaient pas le moyen de m'offrir à ce moment-là. Donc, voilà, c'est comme ça que j'avais laissé également cette opportunité-là partir. Et donc, en Master 1, encore pour la petite histoire, j'avais commencé, j'étais vraiment très dubitative sur quel master je faisais parce que j'étais, en toute humilité, encore une fois, comme je vous disais, c'était une licence en sciences juridiques et politiques. J'étais à peu près bonne sur toutes les matières, que ce soit politique, les matières de droit public ou les matières de droit privé. Donc, j'avais un peu de mal à me décider sur quelle orientation j'allais donner à mon parcours. Donc, au tout début, j'étais inscrite en droit pénal. Donc, mes parents n'aimaient pas beaucoup parce que pour ceux qui savent le droit pénal, on allait faire des autopsies, on allait faire des choses un peu. Et puis, ma mère me disait à chaque fois, mais toi, qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Donc, j'ai fait exactement une semaine en droit pénal. Et comme ça, de manière fortuite, j'avais une amie avec qui je m'entendais très bien, qui, elle, est en droit des affaires. Et pour une fois de ma vie, un peu par suivisme, je suis retournée en droit des affaires, j'ai demandé à l'école, et, enfin, vu mon positionnement quand même, il n'y avait pas lieu de me refuser. Donc, j'ai été transférée en master droit des affaires. Et c'est là que, au travers d'une autre amie encore, on était en train de réviser, d'échanger. On avait une session normale qui approchait, je crois, normalement. On avait des examens, en tout cas, qui approchaient. Et là, elle me parle d'une bourse, du coup, de la bourse Eiffel que j'ai eue. Au début, je me disais, oui, c'est des choses, des scams, hein, les choses, les liens qu'on clique partout là, machin, je ne crois pas à ça. Comment une bourse peut nous donner quasiment 1200 euros par mois? Ça n'a pas de sens et tout. Et puis après, je me dis, bon, Carla, on va un peu s'asseoir calmement et on va regarder. Donc, pour répondre à ta question sans embrayer peut-être sur les autres questions, voilà un peu comment s'est fait mon projet de venir en France. Donc, initialement, c'était depuis la première année et finalement, ça s'est consolidé quand j'étais en début de master en droit des affaires. Voilà. Ok, merci beaucoup. Euh, Moi, j'aimerais comprendre déjà, et peut-être aussi pour les autres, c'est quoi la bourse Eiffel? C'est un nom un peu pompeux, hein, on veut se savoir, c'est la Tour Eiffel, c'est la bourse Eiffel. C'est quoi la bourse Eiffel en fait? La bourse Eiffel, c'est la bourse la plus prestigieuse de la France. C'est une bourse d'excellence. Ça porte le nom d'Eiffel parce que ça porte le nom du monument le plus beau, le plus haut de la France. Donc, ça prouve encore le prestige. Donc, comme je le disais, c'est une bourse d'excellence qui, du coup, va sélectionner les meilleurs profils qui ont postulé en fonction des filières, en fonction des places réservées par année. Généralement, on est sur du 350-400 en fonction des années sur tout le territoire français. Donc, c'est une bourse du gouvernement français. Quand tu l'as, tu as le titre, on va dire, de boursier du gouvernement français. Pour entrer un peu rapidement dans le détail, c'est une bourse qui est ouverte à partir de master et pour les volets doctorat aussi. Donc, on a pour les volets master, il faut avoir au maximum 29 ans. À plus de 29 ans, ce n'est plus possible de postuler. Et pour le volet doctorat, il faut avoir au maximum 35 ans. Donc, quand on arrive à avoir cette bourse-là en master, on a 1200 euros par mois d'allocation. Et en doctorat, c'est 2100 euros. Donc, globalement, c'est ça. Je ne sais pas si tu as, John, d'autres questions précises par rapport à la bourse auxquelles je pourrais bien sûr répondre. Donc, globalement, c'est ça. C'est une bourse d'excellence, c'est une bourse du gouvernement français. Ok. Est-ce que la bourse est orientée vers des métiers précis ou alors bien des filières précises ou c'est ouvert à tout le monde, dépendamment de la filière qu'elle a choisie? Alors, elle n'est pas orientée vers des filières précises. On a vraiment
quasiment tout type de profil. On a des profils de juristes comme le mien, donc du droit. On a des profils ingénieurs, il y a des profils finance, il y a des profils. J'avais un ami avec qui on a postulé à la bourse au même moment qui faisait dans tout ce qui est environnement, forêt, etc. Je ne me rappelle plus exactement le nom de sa filière. Donc, c'est vraiment assez ouvert. C'est quasiment tous les domaines. En revanche, je ne suis pas convaincue qu'il y ait la partie médecine pour cette bourse-là, mais le reste, normalement, c'est ouvert en fonction du coup des établissements dans lesquels on postule et les établissements qui offrent cette bourse-là. Ok. Euh, c'est très intéressant ce que tu viens de dire, c'est en fonction des établissements. Ça veut dire que je ne peux pas aujourd'hui m'inscrire dans n'importe quelle école et prétendre à la bourse Eiffel, c'est ça? Effectivement. Et comment est-ce que moi, en tant qu'étudiant, je viens d'avoir mon bac, là, je suis content. Comment je trouve l'école qui me permettra d'avoir la bourse Eiffel? Ou bien de postuler au moins à la bourse Eiffel. Déjà, je dirais qu'au niveau bac, ce n'est pas le moment de penser à la bourse Eiffel. Au niveau bac, c'est le moment de penser à construire son parcours, construire sa trajectoire, construire son dossier, construire vraiment, comme je le disais quand j'expliquais, sa reconnaissance tant sur le plan académique que sur le plan associatif dans son université. Et donc, je ne sais pas si je suis assez claire, c'est vraiment de dire à ce moment-là, ce n'est pas forcément le moment de choisir clairement son école. C'est le moment d'avoir, oui, en tête, je veux avoir la bourse Eiffel, je veux postuler à cette bourse, comment je construis mon dossier. Une fois arrivé en licence, mais de préférence en master 1, parce que j'ai beaucoup de personnes que j'ai épaulées qui partaient de licence, qui ont eu quand même des difficultés à avoir directement la bourse pour l'année de master, parce qu'il faut justifier dans le diplôme de licence. Donc, à partir de licence, on va dire quand même, parce que ce que je conseille aujourd'hui aux gens qui veulent prétendre à la bourse Eiffel, c'est de se préparer au moins un an en avance. Bon, ce n'est pas pour dire aux personnes qui sont là et qui voudraient peut-être postuler pour l'année prochaine que c'est trop tard, mais c'est de se préparer au moins un an en avance. Quand je dis un an, c'est un an après tout ce que j'ai expliqué avant, d'avoir préparé son parcours après le bac depuis la première année, c'est-à-dire s'investir vraiment pour avoir de bonnes notes, s'investir pour avoir des expériences professionnelles associatives. Mais maintenant, l'année avant celle durant laquelle, pardon, on souhaite postuler, c'est à ce moment-là qu'il faut faire le panorama des établissements qui nous intéressent. Ce que je conseille aussi, c'est de ne vraiment pas aller au-delà de 3-4 établissements parce qu'à un moment donné, quand on en a trop, on ne sait plus trop où aller, on ne sait plus comment se décider. Donc, peut-être cibler 3 ou 4 établissements. Ce que je vais encore conseiller, on va peut-être aller dans le détail de ça plus tard, c'est de viser des établissements publics qui ont beaucoup plus de reconnaissance ici en France, en tout cas, que les établissements privés, parce que c'est des établissements d'État, c'est des établissements qui sont automatiquement reconnus, dont les diplômes sont automatiquement certifiés. Donc, c'est de cibler beaucoup plus ces écoles-là. Moi, ce que j'ai fait, vu que c'est aussi l'occasion de parler de mon parcours pour inspirer d'autres, ce que j'ai fait, et ce que je fais toujours, comme je vous disais, commencer par regarder le classement des écoles. Ça ne sert à rien si tu as un bon dossier qui peut être retenu dans une école qui est dans le top 5, par exemple, dans ta filière, bah, de partir postuler dans une école qui est peut-être dans le top 40 ou dans le top 30. Parce que, pour ceux qui ne le savent pas, à la Bourse Eiffel, ce n'est pas l'étudiant qui présente son dossier, mais c'est une école qui décide de porter votre dossier. Donc, euh, là, ce que ça veut dire, c'est qu'au niveau du jury, le fait d'avoir un dossier qui est porté, par exemple, par la Sorbonne, ne va pas avoir le même poids qu'un dossier qui est porté par une école qui est peut-être 15e. Je ne sais pas si c'est assez clair. Donc, dans ce sens-là, c'est commencer par regarder les classements des meilleures écoles, voir en fonction du projet qu'on a, de la filière qu'on souhaite faire, des opportunités sur le terrain, surtout par rapport à cette filière-là, le après, etc. Par rapport à cette filière-là, voir les meilleures écoles et c'est en fonction de ça qu'on s'oriente vers une école. Donc, je ne sais pas si j'ai été assez clair dans la réponse à cette question-là. Donc, voilà un peu. Merci beaucoup, Carla, c'est très clair. En tout cas, j'espère que ceux qui ont pour projet d'aller étudier à l'étranger, en France notamment,
trouve aussi les réponses assez claires. Moi, je vais peut-être rebondir sur un élément dont tu as parlé, Oui, c'est que c'est une école qui va porter ton dossier. exact. Avant peut-être d'arriver à comment est-ce que on se retrouve à avoir une école qui porte mon dossier, c'est OK, je veux maintenant postuler pour la bourse, c'est quoi le processus de la constitution de mon dossier jusqu'à ce que à la fin, je reçois une lettre d'acceptation de la part des organismes compétents. Ok. Donc, j'avais à peu près préparé cette question-là parce que je me dis c'est toujours une question qui revient à chaque fois que j'interviens sur ce genre de sujet. Donc, premièrement, comment constituer un dossier solide? Je l'ai fait un peu en 5 points. Et le premier point, ça va vraiment être une répétition de ce que je venais de dire. Pour construire un dossier vraiment solide, le premier point, c'est le projet d'abord et la bourse vient après. C'est-à-dire qu'il va falloir avoir une formation ciblée, une formation qui est cohérente avec notre parcours et une formation qui est cohérente avec le après parce que c'est ça qui va jouer justement dans le deuxième point que j'ai intitulé la cohérence. Donc après le projet, c'est ce que tu vas formaliser vraiment dans ta tête. Qu'est-ce que je veux faire? En quoi c'est en rapport avec ce que je fais actuellement? En quoi c'est en rapport avec ce que je souhaite faire après? Deuxième point, c'est la cohérence. La cohérence va être au niveau de ton CV. Donc voilà quelques éléments du dossier que je cite en même temps. Au niveau du CV, au niveau de la lettre de motivation, au niveau du projet professionnel, c'est toutes ces pièces-là, en fait, chacune de ces pièces va devoir raconter la même histoire. Ça, c'est l'un des problèmes que certaines personnes ont dans leur dossier, même certaines personnes qui m'ont peut-être fait relire en passant leur dossier de bourse. Tu ne peux pas avoir un CV qui raconte une histoire et une lettre de motivation qui en raconte une autre. Ça ne passe pas parce que c'est un jury commun. Il n'y a pas une personne dans le jury qui va lire que ton CV et une autre qui va lire ta lettre de motivation, etc. C'est un jury commun qui va étudier ton dossier dans son ensemble et qui va donner une réponse par rapport à ça. Donc, l'ensemble des pièces doit vraiment être un fil narratif qui raconte ton parcours, qui explique ce que tu veux faire et qui raconte ce que tu aimerais faire après et où tu te vois. Le troisième point, ça va être les notes et la trajectoire. Pourquoi j'insiste sur et la trajectoire? Parce que oui, c'est une bourse d'excellence, les notes sont importantes, mais la progression aussi, l'engagement, les distinctions, les projets sont importants. Je connais des gens, moi, qui ont eu la bourse Eiffel, qui n'avaient pas forcément le même type de moyenne en termes de notes que moi, mais qui avaient des projets solides, qui avaient des moyennes quand même mention bien, on va dire, mais qui avaient des projets solides, des projets, je ne sais pas moi, d'entreprise, des projets en fonction des domaines. Je ne peux pas connaître tous les domaines, mais des projets qui faisaient que, en les valorisant, en les mettant dans le dossier, ça faisait tout de suite une distinction au-delà de l'aspect académique, parce qu'il faut le préciser dans l'essence même de EFL, c'est vraiment de dire de recruter ces cerveaux-là qui ont la capacité plus tard à devenir des décisionnaires, des personnes qui vont aider à développer l'Afrique, l'Europe et le monde. Donc, c'est pour ça que j'insiste vraiment sur le et la trajectoire. Oui, comme je disais, depuis la première année, il faut travailler sur ses notes, travailler sur avoir de très bons résultats, mais il faut surtout aussi travailler sur la personne. Parce que oui, on lit un dossier, mais en même temps, en lisant un dossier, ce que moi je dis souvent aux gens, c'est qu'en lisant un dossier, en lisant un CV, on est déjà en train de rencontrer une personne sans même l'avoir vue, sans avoir échangé avec elle. Donc, ça va être le troisième point. Le quatrième point, ça va être les recommandations. C'est très important et c'est là où va intervenir aussi le réseau. En Afrique et au Cameroun surtout, je ne sais pas pour vous qui avez étudié peut-être au Maroc, etc., si c'est pareil, mais tu vas avoir des personnes qui vont faire des remarques du genre, ah, celle-là, elle essaye d'être trop proche des profs, elle suce trop les profs et tout. Il ne faut pas du tout, mais alors pas du tout écouter ce genre de choses parce que être proche des enseignants, être proche des responsables, être proche des administrateurs, etc., c'est super important. On ne le voit pas quand on n'a pas encore besoin, mais quand on a besoin, c'est super important. Moi, j'ai eu ma lettre de recommandation de la doyenne de la faculté de sciences sociales et de gestion en 2 jours, ce qui n'est absolument pas possible si tu n'as pas de rapport, si tu n'es pas
connus positivement. Et ça, ce n'est pas que par les notes, parce que les notes, il peut y en avoir qui est aussi d'autres bonnes notes, mais c'est dans l'investissement, dans le rapprochement, dans le fait de s'intéresser aux choses de ton école, de ta faculté. Donc, le quatrième point, ça va être des recommandations. Il faut choisir des profs qui vont parler de toi précisément, des profs qui te connaissent, pas des profs qui vont seulement venir parler de tes notes, de machin, des profs qui connaissent ta personne, des profs qui peuvent se mettre en avant, des profs qu'au-delà d'un écrit, si on les appelle, parce qu'il y a des écoles, effectivement, ici en Europe, qui vont appeler, l'établissement peuvent dire clairement, telle personne, je le connais, je la connais, elle a fait ça, ça, ça et ça paraît plus clair. Parce que si tu vas vers quelqu'un qui ne te connaît pas, un professeur lambda ou même la doyenne, qui ne connaît que tes notes, demain reçoit un appel, clairement, ça se ressent directement au moment où quelqu'un parle de toi, s'il te connaît, s'il connaît ton parcours ou s'il ne te connaît pas, ou si c'est juste une lettre de principe. Donc, il ne faut pas forcément choisir les professeurs les plus prestigieux. Si on les a, tant mieux, c'est toujours bien, mais il faut choisir les plus proches de son travail à soi. Donc ça va être le quatrième point qui joue énormément dans le dossier de Boss-Eiffel, donc à la fois des recommandations académiques, mais aussi des recommandations professionnelles. Ça, c'est quelque chose que je m'attelle beaucoup aussi aux jeunes. Peu importe, oui, l'Afrique est difficile, oui, le Cameroun est difficile, mais même si demain, tu peux aller imprimer juste des CV pendant les vacances dans un cyber, tu peux aller faire quelque chose qui va permettre de valoriser ton CV et avoir demain un encadreur professionnel qui pourra te recommander, c'est très important. Peu importe ce qu'on arrive à faire, c'est très, très important. Faire des petits stages pour ceux qui en ont l'opportunité. Voilà. Donc, et le dernier point sur la consolidation d'un dossier, c'est vraiment anticiper, comme je disais, et se faire relier. Donc, il faut bien avoir toutes les deadlines, la deadline de l'établissement qui nous recrute pour être en avance. Vraiment, au moins un mois avant la deadline, c'est mieux d'avoir le dossier complet. Et quand je parle de deadline, c'est aussi, il faut vraiment se faire un calendrier. C'est pour ça que je parlais d'un an à l'avance. Un an au bout de 10, 12 mois, justement, 12 mois, c'est un an. Donc, au bout de 10 mois avant, tu dois avoir déjà ciblé toutes les écoles qui t'intéressent, en sachant que la bourse Eiffel ne peut être portée que par un seul établissement. Dès lors que tu es porté par deux établissements, c'est un critère éliminatoire. Je crois que ça répond à l'une des questions d'un participant déjà. C'est un critère éliminatoire. Si ton dossier vient par deux établissements, c'est un critère éliminatoire. C'est pour ça qu'il faut vraiment faire le panorama des établissements, choisir celui qui nous semble le plus adapté, le plus cohérent par rapport à notre parcours. Et c'est pour ça que je peux encore donner, si vous me le permettez, un autre exemple me concernant. Donc, honnêtement, avec mon dossier, je pouvais prétendre à quasiment tous les établissements. Avec mon dossier, c'était possible d'être retenu partout. Sauf que j'ai regardé à la fois l'école, la localisation géographique aussi, parce que c'est ça, il faut se renseigner sur la localisation géographique, il faut se renseigner sur la vie culturelle à ce moment-là pour savoir si financièrement, est-ce que tu seras à l'aise à cet endroit-là. Donc, quand moi j'ai regardé, je visais à la fois Sorbonne, Assas et l'école que j'ai choisie, Aix-Marseille Université. Quand j'ai regardé, c'était les trois premières, universités en matière de droit. Donc, je me suis dit, bon, en regardant la vie dans Paris ou en Île-de-France, au niveau des logements, etc., c'est démesurément cher, ça te prend déjà plus de la moitié de ton allocation. Est-ce que objectivement, il faut juste aller à la Sorbonne pour aller, alors que je peux aller dans une école qui est tout autant reconnue? Donc, j'ai regardé encore dans le fond et j'ai vu que dans le master que j'ai choisi, master 1 droit privé, mon école était la plus reconnue, bien qu'elle était troisième dans le classement des universités. C'est comme ça que j'ai choisi ce parcours-là. Donc, l'anticipation joue vraiment et anticiper sur tous les domaines, pas seulement sur, oui, le dossier vraiment physique, je veux dire, anticiper sur tout et se faire relire, c'est important. Parfois, on peut se dire que non, j'ai bien fait telle chose ou j'ai tout bien fait, mais toujours avoir un regard extérieur, peut-être de quelqu'un comme moi qui est déjà passé par la bourse, peut-être même quelqu'un qui n'est pas encore passé, mais qui a une maturité professionnelle ou académique qui lui permet de jeter un point de vue exigeant, surtout,
J'avoue que, bon, je peux paraître un peu gentil là sur la vidéo, mais en vrai, quand il s'agit de ce genre de trucs, je ne sais pas s'il y en a qui sont connectés avec qui j'ai peut-être un peu travaillé, mais celles avec qui j'ai travaillé, à qui j'ai aidé à monter le dossier, ils savent que même pour une virgule, je vais être assez dur parce que l'idée, c'est d'avoir vraiment un dossier solide pour avoir cette opportunité-là. Ce n'est pas de rigoler. Donc, voilà, donc un dossier solide, ce n'est pas forcément, en gros, pour dire que ce n'est pas forcément un dossier parfait, bien que s'il est parfait, c'est mieux. C'est un dossier vraiment qui a de la cohérence, c'est un dossier qui pointe, dont toutes les pièces vont pointer vers la même direction, vers ce qu'on veut faire et vers là où on veut aller. Donc, voilà un peu. En 5 points, la constitution du dossier solide. Merci beaucoup, Carla. Pour ceux qui ne le savent pas, et peut-être vous comprendrez pourquoi elle parle d'exigence et de dossier avec autant de pertinence, et que Carla est aussi ambassadrice de Campus France, si je ne me trompe pas. Oui. Et donc, c'est aussi la raison pour laquelle elle parle avec autant de pertinence sur ces sujets. Moi, je veux quand même revenir sur un point avant de passer à notre étape suivante de l'échange, c'est l'histoire et la cohérence. Ce que je remarque très souvent, c'est que lorsque quelqu'un veut postuler pour que ce soit des écoles, des études à l'étranger, même des bourses, la question qui revient, c'est est-ce que tu peux m'envoyer quelque chose qui avait marché? Est-ce que tu peux me donner un modèle de lettre de motivation? Est-ce que tu peux me donner un modèle des réponses que tu avais mis dans les sections de personnalité, etc. Est-ce que tu as un message pour des étudiants qui pensent qu'il faut avoir un certain message ou bien alors une certaine histoire qui passe à chaque fois et c'est un microphone, je le mets et ça passe, peu importe ce que je fais. Je m'étais noté quelque chose dans les critères éliminatoires lorsque je préparais ce webinaire-là. Et pour répondre à cette question-là, c'est que pour moi, même si j'étais dans le jury d'Eiffel, un dossier générique, ça ne passe nulle part. Un dossier générique, ça ne passe jamais. Un dossier générique, c'est-à-dire que oui, l'autre avait fait comme ça. Bon, donne-moi un peu, je vais juste changer le nom de l'établissement, je vais juste changer la phrase et tout. Ça, c'est ce que je refuse systématiquement de donner dès que quelqu'un vient vers moi pour me demander de l'aide parce que mon parcours n'est pas le tien, mon histoire n'est pas la tienne, mon cheminement n'est pas le tien. Moi, dans mes lettres, je valorise vraiment par exemple, tout ce que je suis humainement, tout ce que j'ai fait humainement en tant que Karala au-delà de mes résultats académiques. Donc, tu ne peux pas prendre ma lettre pour aller l'adapter à toi et aller la déposer dans une école. C'est pareil pour le CV. Je vais vraiment faire une petite digression. Actuellement, je suis en train d'écrire un livre. Sur mon CV, c'est marqué dans mes intérêts, et c'est quelque chose qui joue et qui parle pour moi. Donc, tu ne vas pas prendre mon CV et aller reprendre en te disant non, je vais mettre. Oui, il y a des tips. Je ne suis pas contre donner des tips, donner des petits éléments, des points qui pourraient aider. Mais en fait, et surtout, j'ai eu cet échange-là avec une jeune que j'accompagnais pour son dossier il y a quelques mois. C'était sur son projet professionnel. Genre, littéralement, je l'ai un peu grondé. Genre, comment tu peux te demander mon projet professionnel pour faire le tien? Le projet professionnel, j'aurais encore souhaité que tu écrives en un bloc, un paragraphe, et que tu me dises, bon, Carla, est-ce que tu peux m'aider à faire la mise en forme, à reconstruire, à machin et tout. Et ça revient, je vais encore digresser un peu, ça revient à ceux qui utilisent à outrance, je dis bien à outrance, l'IA. Moi aussi, je l'utilise beaucoup, mais ça revient à ceux qui l'utilisent à outrance sans savoir comment l'utiliser. Tu ne peux pas juste venir dire à Claude ou à Chat ou à Hélène, s'il te plaît, fais-moi ma lettre de motivation, fais-moi mon projet pro. Bah, qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu sais de faire? Qu'est-ce que machin? Et c'est là que lui va te formaliser quelque chose de bien que tu peux relire, le mettre à ta manière. Donc, pour moi, je dirais à ces personnes-là de faire quand même un petit effort d'investissement parce que pour moi, ça montre aussi l'investissement et l'engagement que tu as. Moi, honnêtement, je suis totalement ouverte à aider les gens, à les accompagner, mais dès lors que j'ai l'impression que tu souhaites me transférer ton travail,
là, à ce moment-là, je me désolidarise. Donc, ça voit l'investissement, l'engagement de la personne. Bah, c'est ton dossier, en fait. C'est ton parcours, c'est ta carrière que tu cherches à construire. Et pour nous qui avons étudié à l'étranger, je pense que vous-même, vous ne pouvez pas dire le contraire. Ici, on réalise que ce n'est pas du lait qu'on donne, comme on dit au Cameroun. Moi, quand je cherchais ma première alternance, mais j'étais littéralement en pleurs parce que je me disais, mais honnêtement, j'en ai parlé un peu lors d'une série que j'ai fait sur LinkedIn. Au Cameroun, bah, il suffisait d'une lettre de mon père hein, dans une entreprise et tout pour avoir un stage, pour avoir un truc et tout. Mais là, il n'y a pas papa, il n'y a pas maman, il n'y a que toi, ce que tu sais, ton parcours, comment tu t'exprimes, etc., ta personnalité qui vont t'ouvrir des portes. Donc, si tu as passé ton temps à faire du copier-coller, à faire comme l'autre a fait, bah, demain, les parents ne sont plus là. Demain, Carla, même si c'est ta grande sœur peut-être, n'est plus là. Demain, Gisèle n'est plus là. Bah, qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Qu'est-ce que tu fais en tant que Carla? Qu'est-ce que tu fais en tant que John, en tant que Gisèle? C'est à ce moment-là que ça devient compliqué. Donc, vraiment, je dirais à ces personnes-là, sans vouloir être trop dur, de s'investir un peu plus pour soi-même et de venir déjà avec quelque chose pour se faire aider, pas pour se faire remplacer en fait dans son propre projet. Donc, voilà. Merci énormément, Carla, merci. On va entamer une phase, mais très rapidement, hein, une phase très importante aussi de cet échange, c'est un quiz. OK. Le principe, il est très simple. C'est une question de mon côté et une réponse en une phrase de ton côté. Une On phrase. va, une phrase. OK. On va essayer d'être le plus concis possible. Euh, bon, là, peut-être, pour un début, je vais te donner des éléments assez simples. Un mot pour décrire la bourse Eiffel. Un mot. C'est pas une phrase, hein, c'est un mot. Hum, C'est dur hein, de choisir un seul mot. C'est dur de choisir un seul mot. Ah, il va falloir choisir, hein. Je vais dire le mot qui représente beaucoup plus ce que je viens de dire que ce qu'on peut penser de la bourse elle-même. Je dirais cohérence. OK. Cohérence. Un mot pour décrire l'expérience en France. Hmm. OK, ça, c'est un mot déjà. Ça, c'est un mot déjà. Écoute, est-ce que tu as un message pour les jeunes qui souhaitent étudier en France et un message pour résumer un peu tout ce qu'on a dit aujourd'hui, pour les jeunes qui souhaitent étudier en France ou même à l'étranger de manière générale, qui ne savent pas forcément quelle est l'approche à adopter? Un message. Je pense que le message, je vais essayer d'être le plus succinct possible. Dans les affiches que Get Inspired a fait, je pense que dans les messages aussi, c'était assez clair ce que je disais. Pour moi, l'excellence, ce n'est pas un don, c'est vraiment quelque chose qu'on construit, c'est quelque chose qu'on bâtit. Et pour moi, pour venir à l'étranger, ce n'est pas réservé à une certaine catégorie de personnes, à une certaine catégorie sociale. C'est ouvert à tous. La preuve, je vous ai parlé de mon parcours à moi. D'autres personnes ont peut-être plus pu venir avant parce que financièrement, c'était possible. Moi, j'ai pu venir après parce que intellectuellement, humainement, je m'en suis donné les moyens. J'ai eu la grâce d'ouvrir cette porte-là. Donc, ces deux visions montrent que c'est possible pour tout le monde. Et je dirais que c'est peut-être un peu dur. Je pense que ceux qui sont en Afrique, on nous ont vu pas mal, un peu surtout nous en Europe, nous plaindre ces derniers temps avec tous les changements, avec tout ce qui est intervenu, surtout ici chez nous en France. Mais ça reste pour moi quelque chose à vivre. Donc, si financièrement, ce n'est pas possible pour les parents, donnez-vous les moyens de pouvoir venir au moins voir autre chose. Pour moi, je dirais même si ce n'est que pour un an, même si ce ne sont que pour 2 ans, c'est toujours quelque chose qui nous donne une vision différente de là où on est, de là où on était. Et donc voilà, en gros, c'est vraiment ouvert à tout le monde. C'est, ce n'est pas quelque chose qui est disposé pour une élite. Tout le monde peut venir à l'étranger étudier, tout le monde peut venir prendre de ce que nous n'avons peut-être pas ou peut-être pas encore
chez nous, là où on se trouve. Et puis voilà, et puis il y a des gens qui sont ouverts, qui sont présents pour vous aider. Moi, je le dirais encore un dernier mot pour ne pas m'étaler, c'est de ne pas être intimidé par les profils, par les parcours, etc. Moi, j'ai des gens qui, quand je lis leur message, ils me disent, oui, non, j'avais peur de t'écrire parce que, ben non, tout doucement, on redescend. Oui, je fais mon parcours, je machin, mais je suis humaine, je suis l'école, c'est l'école. Après, bon, je peux être une personne, comme je disais, un peu exigeante sur certains volets, mais d'ailleurs, c'est toujours pour le bien de moi-même et pour le bien de ces personnes-là. Mais ne soyez pas intimidés. Moi, j'ai écrit à des directeurs généraux. J'ai écrit pour la petite histoire l'année dernière au préfet de mon département parce que mon titre de séjour ne sortait pas. Et le même jour, une heure après, j'ai eu une réponse. Mes amis étaient choqués, genre, mais toi, où tu prends cette audace-là? Bah, c'est que c'est un être humain. Il est préfet, mais c'est un être humain comme moi. Donc, je lui ai écrit, j'ai présenté mon parcours, j'ai expliqué que bah, je ne comprends pas ce qui bloque. Et une heure après, j'ai eu le déblocage des services. Donc, c'est juste une petite anecdote pour dire, ne soyez pas intimidés si vous avez besoin de l'aide de quelqu'un et que vous avez le moyen d'entrer en contact avec cette personne-là. C'est quelque chose qui va vous ouvrir des portes extrêmement grande ici à l'étranger, que ce soit à l'étranger en Afrique ou ici en Europe, c'est quelque chose de très important. Donc, voilà un peu ce que je peux dire à ces personnes-là, John. Bah, merci beaucoup. Je pense que finalement, l'exercice était plutôt simple. On va peut-être là passer la parole aux gens qui nous ont écoutés pendant toute cette période-là. Est-ce que vous avez des questions pour Carla ici? Ce sera peut-être l'occasion d'avoir des réponses à des éléments qui vous trottent l'esprit depuis un certain moment. Donc, allez-y. Gisèle, je ne sais pas comment ça marche pour les questions. Est-ce que c'est toi qui les prends? Est-ce que c'est... Oui, il y a quelques questions que ceux qui sont inscrits ont mis dans le formulaire, mais s'il y a des personnes qui ont des questions encore plus spécifiques, ils pourront poser, comme elle est là, elle pourra répondre Ouais, ok. par les En questions. sachant que j'ai déjà quand même répondu à quelques-unes, non, Gisèle? Oui, déjà. Il y a Claude qui veut parler. Ok, vas-y, Claude. Bah, vas-y, Claude, tu as la main. Bon, c'est Kakou Claude mon désir. Et je suis ivoirien d'origine, mais actuellement, je fais des études au Maroc. Je suis actuellement au Maroc. Ok. Et là, la question, c'est est-ce que déjà, pour postuler à la bourse, il faut être dans le pays d'origine, faut être soit en Côte d'Ivoire, ou je peux déjà postuler étant au Maroc ici. Et puis tout à l'heure, j'ai essayé de faire quelques recherches au niveau des critères d'âge. Je vois que l'âge, parfois on dit 25 ans pour le master. Tout à l'heure dans mes recherches, parfois on dit l'âge limite c'est 27. Et là, quand Carla parlait, elle a dit que l'âge limite pour le master c'est 29. Donc, c'est quoi effectivement l'âge limite? Quelles sont les bonnes Euh, informations? Bon, c'est pas encore fini, s'il te plaît, je vais te dire tout en même temps. Et puis, et la dernière question, c'est est-ce qu'il faut forcément un parcours linéaire? Parce que moi, mon parcours n'est pas totalement linéaire. C'est-à-dire, j'ai fait les études, après, j'ai arrêté un moment, mais je n'ai pas arrêté pour rester à la maison. J'ai arrêté un moment après le BTS en finance. J'ai travaillé en entreprise. Donc, en entreprise, j'ai fait pratiquement 3 ans et demi en entreprise. Et après, je suis venu continuer les études au Maroc au niveau bachelor, c'est-à-dire bac+3. Donc, là, est-ce qu'il faut un parcours linéaire avant de pouvoir postuler au master? Merci, c'est un peu ça. Ok, je vais répondre rapidement à tes trois questions, Claude. Merci pour ta présentation. Donc, la première question, non, tu n'es pas obligé de rentrer en Côte d'Ivoire pour postuler. Tu peux postuler depuis le Maroc. Les seuls critères jusqu'à aujourd'hui, si ça n'a pas changé, mais je ne pense pas, d'exclusion, c'est tu ne peux pas être déjà en France et postuler et tu ne peux pas avoir la nationalité française et postuler. Donc, si tu es au Maroc et que tu es ivoirien, tu peux très bien postuler depuis le Maroc sans avoir retourné dans ton pays. Ça n'a
pas de lien, vu que de toute manière, c'est l'école en France qui porte ton dossier. Maintenant, ce sera au niveau consulaire que tu vas devoir voir avec l'ambassade de Côte d'Ivoire au Maroc, s'il y en a une, pour faire ton visa. La deuxième question, c'était sur le critère d'âge. De mémoire, à mon époque, c'était 29 ans. Donc après, je ne sais pas si entre-temps, les règles, j'avoue, je ne sais pas si dernièrement, les règles ont changé. Ce qui est sûr, c'est qu'il y aura de toute manière des modifications sur la bourse Eiffel, certainement pour l'année prochaine, avec toutes les modifications qu'on a eues légalement ici en France. Donc, il vaudrait peut-être mieux attendre ou vraiment consulter sur Campus France le tout dernier règlement de la bourse pour avoir l'âge exact. Donc, je ne sais pas sur quel site tu as regardé. Si c'était sur le site de Campus France et que c'était 27 ans, c'est à ça qu'il faut s'en tenir et pas aux 29 ans que j'ai évoqué. Et ta dernière question, c'est sur le parcours. Sur le parcours, non. Je pense que j'y ai un peu répondu tout à l'heure quand j'expliquais. Tu peux avoir fait des projets tant que ce ne sont pas des années sabbatiques et que ce sont des années que tu peux justifier. Il n'y a pas de sujet par rapport à ça. Tu postules avec ton parcours. Il n'a pas besoin d'être forcément linéaire. Il y a une personne que je connais qui avait travaillé pendant 2 ans et qui postulait pour la bourse Eiffel après avoir travaillé pendant ces 2 ans-là, qui postulait pour le niveau master. Donc, il n'y a pas de sujet là-dessus. Donc, au contraire, ça valorise davantage ton parcours. C'est juste qu'il va falloir bien documenter. Et ça, c'est un élément que je n'ai pas dit dans mon propos. Il faut documenter toutes ces années, tout ce qu'on fait. Moi, je parle de documentation, c'est pouvoir avoir des certifs, avoir des attestations, des documents en fait qui prouvent effectivement ce que tu as fait, parce qu'il ne suffit pas de mettre sur ton CV j'ai été à tel endroit, il faut pouvoir le prouver par des pièces. Donc je pense avoir répondu à toutes les questions de Claude. Oui, c'est parfait. Merci beaucoup. Moi, je t'en prie. Merci à toi, Claude. À moins Ouais, qu'il y ait d'autres questions, Gisèle, peut-être tu peux. J'essaie de voir avec ceux qui sont présents. Je vois Natacha qui demande en tout cas comment avoir des propos convaincants pour réussir une bourse d'études. Mais Natacha veut quoi? Qu'elle vienne poser sa question ici à l'oral. Ok, j'avais préparé la question de Natacha parce que je savais qu'elle n'allait pas laisser. Mais bon, je ne vous dirai pas pourquoi. Mais bon, allez chercher Natacha. C'est une grande dans le secteur des assurances. Il faudra la faire passer sur Get Hired. Donc, j'avais préparé la question de Natacha parce que je trouve que c'est important. Un bon dossier aussi, c'est un dossier avec lequel on peut effectivement convaincre. Et j'avais préparé cette réponse pour y répondre, c'est vraiment en 3 points. Mais globalement, ce que je veux dire, c'est que convaincre, ça ne veut pas dire en faire trop. Tu n'as pas besoin d'en faire trop, de faire du remplissage pour pouvoir convaincre. Donc, pour moi, 3 ingrédients pour convaincre. Le premier, ça va être la clarté. Donc, un projet précis, c'est un projet qui est clair, un projet qui explique vraiment de manière, au risque de me répéter, clair, ce que tu veux faire. À première lecture, je dois pouvoir comprendre, Gisèle, qu'est-ce que tu veux faire l'année prochaine, pourquoi ce master-là, etc. Donc, je dois pouvoir le comprendre de manière claire. Une personne qui convainc, c'est pas quelqu'un qui va venir dire « je vais étudier en France ». Je vais étudier en France, ça ne veut rien dire. Le fait que tu postules nous montre déjà que tu veux étudier en France. Donc, la clarté de ton explication, pourquoi est-ce que je vais étudier en France. Deuxièmement, pour convaincre, ça va être le deuxième point, ça va être exactement ce que je disais à la fin en répondant à la question de Claude, c'est la preuve. Le deuxième point, ça va être la preuve. Il faut des faits, il faut des chiffres, il faut des réalisations, pas juste des adjectifs. Je suis motivé, enthousiasme, reconnu, belle, machin, tout ce que tu veux, intelligent. Ça ne suffit pas. Bon, si tu es belle, tu nous montres ta photo sur ton CV, comment tu es beau ou belle. Et là, on va voir que voilà, vraiment, ce que tu dis là, c'est vrai.
Donc, si tu as fait un master, il faut qu'il y ait le diplôme ou un minima, le relevé de notes. Si tu as fait un projet, il faut qu'il y ait une attestation, un document ou quelque chose qui montre que tu as effectivement fait ce projet-là. Si tu as fait quelque chose qui n'est pas forcément documenté, il faut des recommandations, comme je disais plus haut, qui prouvent que tu as vraiment fait cette chose-là. Et le troisième point pour convaincre, ça va être véritablement quels sont tes enjeux. Ça va être le troisième point, enjeu. Pourquoi toi? Pourquoi ce programme-là et pourquoi maintenant? Ça va être le troisième point qui va vraiment convaincre le jury. Et je dirais que vraiment, pour mon parcours, c'est ce que j'ai clairement fait. Pourquoi moi? Parce que Kala, ça. Pourquoi ce programme-là? Parce que ce programme-là, j'ai expliqué. Pourquoi maintenant? Bah, parce que c'était le moment opportun. J'avais déjà un master 1, etc. Donc, c'est vraiment de pouvoir expliquer ça. Donc, en gros, pour convaincre, il va falloir, dans ce type de dossier, et même pour d'autres domaines, pour d'autres éléments, pour pouvoir convaincre, il faut montrer le lien entre ton passé, ce que tu veux faire là où tu vas, et le futur, qu'est-ce que tu envisages? C'est pour ça que même dans nos recherches d'emploi ou pour ceux qui travaillent déjà, ils vont vous dire, on va toujours te demander à horizon 3 ans, à horizon 5 ans, où est-ce que tu te vois? Parce qu'on veut voir le cheminement entre ce que tu as fait avant, ça peut être tes études, ça peut être un autre travail, ce que tu souhaites faire maintenant et ce que l'entreprise ou là où tu vas peut t'apporter pour demain. Donc, c'est valable pour la bourse Eiffel, c'est valable pour toute autre chose, pour la carrière, etc. Donc, voilà, en gros, ce que je peux dire, c'est qu'on ne va pas se convaincre tout simplement en se vendant, en disant oui, ça, on ne va pas se convaincre en faisant du marketing. On va se convaincre en prouvant ce qu'on est, en prouvant que nos enjeux valent la peine. Donc, voilà. Merci beaucoup. Gisèle, est-ce que tu as d'autres questions? Que tu as répondu à tout hein, pour moi. Sauf si tu vois peut-être dans tes réponses que tu as préparées, s'il y a des questions que j'ai laissées. Non, je pense que c'est bon. Oui, je crois que j'ai répondu à l'accessibilité, j'ai répondu à comment y accéder et maximiser ses chances, les candidats, les profils retenus. J'ai répondu un peu aux critères éliminatoires aussi. J'ai répondu aux différentes étapes concernant aussi les résultats académiques. Par contre, il y a peut-être la question sur les bourses entièrement financées à laquelle je peux répondre. Donc, voilà, il y a une personne, je crois que c'était Franck, qui avait posé la question, la 6e question sur comment trouver une bourse entièrement financée, un truc comme ça. Donc, sur cette question-là, il va d'abord falloir faire une nuance au niveau de la bourse Eiffel en elle-même. C'est pas une bourse qui est entièrement financée. La bourse Eiffel ne finance que ton billet d'avion, le billet d'avion aller-retour, retour pour ceux qui souhaitent rentrer. Je crois que c'est la première question à laquelle je n'ai pas répondu. Retour pour ceux qui veulent rentrer. Donc, elle va également gérer la mutuelle, donc la complémentaire santé. Ceux qui sont en France vont peut-être mieux comprendre, mais la complémentaire santé, c'est qu'en France, on a le système de sécurité sociale qui paye la plus grosse partie, je crois 70%, et la complémentaire santé, généralement, c'est quand tu travailles ou, enfin voilà, quand tu as une bourse comme Eiffel ou quand tu la payes toi-même, qui paye les 30%. Donc, la bourse Eiffel va s'occuper de ça pendant que tu es boursier. Et maintenant, elle va te donner l'allocation de vie dont je parlais dernièrement, 1180 € normalement pour les masters, pour être précise, sauf si ça évolue encore, mais ce n'est pas plus de 1200 €, et 2100 pour les niveaux doctorat. Donc, et ça va être un sujet d'autant plus important aujourd'hui qu'il faut préciser que la bourse Eiffel ne paye pas les frais de scolarité. Donc, aujourd'hui, on n'a plus de frais différenciés de scolarité. On a maintenant plutôt, pardon, les frais de scolarité différenciés. On n'a plus l'exonération. Donc, c'est-à-dire que ça appuie encore l'argument que je disais tout à l'heure de viser les facultés publiques parce que ça va être toujours les moins chers, malgré que ça reste un coût qui, malheureusement, est quand même élevé. On est passé de 213 à 3000 et quelques aujourd'hui, en fonction du niveau licence ou master. Bon, de toute manière, c'est que les niveaux master qui sont concernés par la bourse. Donc, ça, c'est le premier point que je voulais dire concernant la bourse Eiffel, vu que c'est d'elle qu'on parlait. Maintenant, les bourses qui vont avoir tout compris dedans, on a la bourse Erasmus Mundus. Donc, il faut
documentée là-dessus. Je n'ai pas tout le détail, mais la bourse Erasmus, elle va gérer tout ce qui est frais de vie, frais de scolarité, voyage et allocation. Donc maintenant, je crois que ça varie en fonction des pays, en fonction de l'université où on va. Et généralement, elle se fait en double diplomation. Je ne sais pas si elle se fait depuis l'Afrique, mais généralement, par exemple, quand tu es en France, dans une école, tu peux solliciter Erasmus pour faire compléter un parcours dans une autre école. Donc après, j'ai pas vraiment plus de détails que ça parce que c'est pas une bourse que j'ai eue. On a la bourse Chevening des UK, de l'Angleterre, du Royaume-Uni, on va dire. On a la bourse Fulbright et on a la bourse du Commonwealth aussi. Il y a des bourses que le Commonwealth propose. On a la bourse Mastercard Foundation. Ça, c'est une bourse que vous pouvez retrouver aussi sur des écoles comme Sciences Po. Donc, voilà des bourses qui vont être totalement financées, mais qui, j'imagine aussi, vont être très, très sélectives parce que, littéralement, on paye tout le coût de la vie. Donc, voilà, après, les sites où vous pouvez chercher, ça va être le site de Campus France, Campus Bourse, les sites des ambassades aussi. Ça, c'est ce qu'on néglige souvent, mais il y a beaucoup de bourses qui sont parfois publiées sur le site des ambassades, le site des établissements eux-mêmes, parce qu'il y a des bourses internes aussi aux établissements, et le portail Erasmus Mundus. Donc, voilà. Je crois que ça, c'est une question à laquelle je n'avais pas répondu. Et une dernière question à laquelle je n'avais pas répondu, je ne sais pas si tu veux que j'y réponde, Gisèle, c'est la première. Oui, très bien. De Samuel, il a quitté l'appel, mais oui, si tu peux répondre, vas-y. La première question, c'était de Samuel Guesson, je crois, qui demandait si c'était une opportunité ou une menace pour le pays quand on partait. Donc, on est là vraiment sur une question qui est assez importante et intéressante pour nous en tant qu'étudiants ou jeunes travailleurs étrangers, qui est celle de la fuite des cerveaux, comme on l'appelle. Donc, c'est un vrai débat aujourd'hui. Mais pour moi, je dirais que ce n'est ni tout blanc, ni tout noir. Ce n'est pas une position claire à prendre comme quoi, oui, directement, il faut rentrer, ou oui, non, il ne faut pas rentrer. Pour moi, ça va être une menace si le départ est définitif et vraiment sans aucun lien avec notre pays ou l'Afrique, etc. Ça va être une opportunité pour moi si on revient, si on transfère, si on reste connecté. Et c'est pour ça que des initiatives comme celle de Gisèle avec Get Inspired sont super importantes. Aujourd'hui, on est en train de s'entraider, de se donner un coup de pouce sans avoir à être présentement au Cameroun pour ceux qui sont camerounais ou en Côte d'Ivoire pour ceux qui sont ivoiriens ou dans tout autre pays du monde. Donc, pour moi, ça reste une opportunité si on arrive à revenir pour ceux qui sont dans de bonnes conditions, si on arrive à transférer, si on arrive à rester connecté. Donc, pour moi, dans ce débat-là, je dis que je ne parle pas trop de fuite des cerveaux, mais pour moi, ça devient une opportunité si on parle de circulation des cerveaux. Pourquoi circulation? Parce que je pars de mon pays pour venir ici, comme je disais, quand John me demandait si j'avais un dernier mot. Pour moi, c'est important de voir d'autres choses, d'apprendre d'autres choses, de voir des choses sous un angle différent. Aujourd'hui, j'apprends des choses ici en France sur l'assurance et le risk management. Demain, je vais peut-être pouvoir aller les implémenter au Cameroun, en Côte d'Ivoire ou ailleurs en Afrique, là où je n'ai pas encore cette expertise-là. Si je n'étais pas venue, je n'aurais pas vu qu'il y a telle ou telle chose qui se font et je n'aurais pas vu qu'il y a telle ou telle chose qui manque. Donc, moi, je parlerais de circulation plutôt que de fuite. Donc, pour moi, la diaspora, c'est vraiment des compétences, c'est des réseaux, comme je le disais, c'est des transferts, c'est des investissements. Et j'insiste encore sur le réseau parce que c'est l'un des éléments que j'apprécie beaucoup et sur lequel j'aime beaucoup parler aux jeunes. Vraiment, le fait de penser qu'on peut être indépendant, se gérer seul, évoluer seul. Pour vous qui avez fait les finances, vous le savez mieux que moi, même pour des entreprises, même pour pouvoir obtenir des financements, parfois, si tu n'es même pas endetté, on ne te donne pas parce qu'on estime que toi là. Donc, pour moi, c'est toute cette opportunité-là que le fait de partir peut apporter. Donc, pour moi, en gros, sur cette question-là, je dirais que partir, ce n'est pas trahir son pays ou sa famille ou quoi que ce soit, non. Partir, c'est partir sans rien rendre, sans rien ramener en retour. C'est ça qui est la vraie question. Est-ce que, justement, il faut partir pour ne rien ramener, mais est-ce qu'il faut plutôt revenir avec quoi et revenir pour qui? Donc, à la question de Samuel, c'est ça que je peux dire. C'est vraiment une question qui me tient beaucoup à cœur. C'est pour ça que j'appuie dessus et puis qui nous concerne tous. Hein. Donc,
Mais pour ma part, quand même, moi, je souhaite bien rentrer plus tard, dans quelques années quand même, avoir une bonne expérience. Peut-être pas au Cameroun, mais dans des pays où, en Afrique, où l'assurance... John, j'ai vu ton expression de visage. Je ne t'entends pas, mais je te vois... Mais non, pourquoi pas au Cameroun? Pardon, ne suivez pas Gisèle, s'il vous plaît. On a un pays à construire, Il s'il se vous plaît. pourrait que je suive effectivement Gisèle, hein? On a, on a un pays à construire, arrêtez ça. Gisèle, commence déjà à rentrer. Tu me donnes des idées aux gens. Rentre déjà, je te préviens. Oh, pardon. Ok, Bon, ça là, va. je crois que pour les questions que j'avais à l'écrit, j'ai fait le tour. Ça fait le tour. Tu as répondu à tout. Merci. Écoute, merci Carla, merci Gisèle et merci à chacun d'entre vous d'avoir participé à cet échange. On espère avoir pu compléter ou alors étoffer ou alors enrichir vos aspirations d'études à l'étranger. Et voilà, merci à vous et on se dit à la prochaine dans un nouvel épisode de Get Inspired. Merci à vous. Merci pour la question. Merci beaucoup. Bye. Bonne route, Carla. Je sais que Merci. on est... Merci.